Bonsoir à toutes et tous. Donc bon, j'ai structuré mon propos puisque bon, ce qui m'a été demandé par Philippe, c'était le témoignage, un témoignage de ce qui s'est passé à Indre depuis. Alors c'est pas août 2009, c'est octobre 2009, mais c'est pas grave, on n'est pas à 3 mois près. Donc en fait, on a eu une arrivée de 15 caravanes au départ le 30 octobre 2009. Ils avaient été expulsés de Nantes. Ils se sont établis dans un premier temps. Il y a eu 7 caravanes qui ont pénétré dans une enceinte, sur un chemin piétonnier qu'on croyait à l'époque qui nous appartenait, mais en fait qui appartenait à la société Grande Paroisse, à notre grande surprise. Mais il y a eu des décisions de prise quand même à l'époque en pensant que le chemin piétonnier était communal. Enfin bon, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc après, en fait, moi j'étais, alors c'est très anecdotique, mais j'étais en vacances à ce moment-là. Quand la gendarmerie m'a appelé, j'étais à Évreux. On a pris directement la route du retour parce que quand ils m'ont alerté qu'il y avait 50 caravanes de Rome, je voyais un peu les services aussi démunis parce que les services, le cabinet aussi qui était quand même un peu démuni, puis les gens. Des caravanes qui n'ont pas pu arriver jusqu'à destination. Imaginez, ils ont à peine fait 7-8 kilomètres. 3 caravanes qui sont restées sur le bord de la route, qui n'ont jamais pu atteindre Indre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a qui ont été un peu plus loin quand même, mais qui étaient dans des zones inondables. Donc au début, on s'était dit il y en a 15 parce qu'ils avaient pénétré, et puis on avait dit les 8 autres encore. On va y aller, c'est le challenge, on va y aller sur 15. Et puis ils étaient dans des zones inondables dans la vallée de la Pâtissière. Je sais pas si vous connaissez entre Couëron et Indre, mais en fait c'était vraiment sur le territoire d'Indre. Même si le maire de Couëron s'est exprimé, si Jean-Pierre Fougeras s'est exprimé en disant qu'ils étaient chez eux, non, ils n'étaient pas chez eux. Ils étaient bien chez nous de chaque côté de la route de la Chaboussière, mais ils étaient bien chez nous. Mais bon, c'est pas très grave. Et évidemment, comme ils étaient dans des zones inondables, avec la montée des eaux à cette époque de l'année, ils en sont sortis. Et en quittant le terrain à 23h, il y avait 15 caravanes. Je suis revenu le lendemain, il y en avait 50. 35 qui est arrivé sur Indre et 25 qui sont partis sur Saint-Herblain. Enfin, il me semble de mémoire à peu près 25 quoi. Donc le constat, on était quand même assez démunis parce que, pour vous rappeler, Indre c'est 3800 habitants, des moyens. Alors peut-être on a quand même des moyens assez importants, pas si limités que ça quand même. Mais bon, je parle pas des moyens financiers, mais c'est peut-être plus humain où là on était un peu dépourvus. Et puis aussi peut-être avec des préjugés, parce que nous aussi on ne connaissait pas les Roms. Aujourd'hui, c'est sûr qu'au bout de 18 mois, on a appris à connaître cette communauté, mais dès qu'ils sont arrivés, c'était, moi j'avais encore l'image que mon grand-père me rappelle, c'était, alors je vais pas choquer, mais c'était le voleur de poules, quoi. Donc toutes ces images qui nous sont revenues, mais là, franchement, on a touché du doigt la misère, mais celle qu'on ne pouvait pas s'imaginer, quoi. C'est vraiment ces caravanes qui tiennent, je vous ai dit 3 caravanes qui sont même pas arrivées à destination, des cartons au niveau des fenêtres, et des gens très démunis, ne parlant pas tous la langue, donc compliqué pour eux de communiquer avec nous. Alors on a établi un dialogue dès le départ, parce que parmi eux, il y a quand même quelques-uns qui parlent français, donc on a essayé de maintenir et d'établir ce dialogue. Il y avait une découverte aussi, et puis des inquiétudes quand même légitimes, parce que 150 personnes au même endroit. Alors nous, ça a augmenté notre population quand même de 10%. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que le recensement vient de s'établir. Et non, je dis 10%, 5%, pardon. 5%, et le recensement vient d'être réalisé sur Indre, et donc ils ont été comptés parmi les Indrais. Alors je sais pas si ça comptera dans le calcul de la DGF, mais ça serait quand même intéressant. J'espère que l'État nous oubliera pas au moins une fois sur 18 mois. Donc j'espère que ils en tiendront compte. Donc donc dans l'immédiat, ce qui a été fait,
Bon ben on a structuré un peu les choses avec eux, on leur a dit bon ils étaient sur un chemin, on a aligné les caravanes. Ils se sont positionnés dans une lignée d'un chemin piétonnier, mais c'était quand même plus facile plutôt que disperser à droite à gauche. Le policier municipal, la gendarmerie sont intervenus aussitôt. Ce qu'on a fait d'emblée, on a tout de suite mis un container pour les déchets. Je me suis adressé au directeur de Nantes Métropole. Qui n'était pas immédiatement enchanté par le fait de mettre un container à disposition, mais en me disant mais oui, mais si on met le container ils vont rester. Ça fait 18 mois qu'ils sont là quoi. Si on n'avait pas mis un container, on aurait un terril de poubelle autour de chez nous quoi. Sachant quand même qu'ils sont à 50 mètres des habitations quoi. Ils sont quand même pas éloignés des habitations. Peut-être dans une zone un peu industrielle, mais pas si éloignée que ça quoi. Donc voilà, enfin c'est des petites choses du quotidien, mais je vous en reparlerai après. C'est vrai que des fois il y a des choses, excusez-moi, mais il y a des choses qui me viennent en mémoire par rapport à ce qui nous est arrivé. Et en fait, donc 4 jours après, en gros ça devait être le lundi, je sais plus 2-3 novembre. Donc on a convoqué une réunion plénière de la majorité, une discussion, un débat qui a duré 4 heures, parce que qu'est-ce qu'on allait faire ? Là, c'était la grosse question. Qu'est-ce qu'on allait faire? Donc là, après, il y a eu une position unanime après diverses discussions de ne pas les rejeter. Mais c'était unanime, c'est-à-dire que bon, j'en suis le porteur, mais c'est toute la majorité municipale qui a dit on peut pas rejeter ces gens-là à la rue. On ne sait pas comment on va s'en sortir immédiatement, on savait pas mais on les rejettera pas. En fait, alors c'est vrai que dans les médias, j'ai utilisé la patate chaude. Je l'avais mis entre guillemets, mais bon, dans les médias, ça passe jamais entre guillemets. La patate chaude, je sais que ça a agacé mes collègues de la majorité métropolitaine, mais voilà, c'était le mot, c'était pas dans l'idée qu'on m'avait refilé la patate chaude, c'était plutôt dans l'idée que je voulais pas la refiler à quelqu'un d'autre. C'était pas, je sais que ça les a agacés, mais c'est plutôt par contraste, et c'est pas une volonté déclarée de ma part de parler de la patate chaude. Donc après, décision de convoquer un conseil municipal extraordinaire parce qu'il fallait bien informer la population quand même de ce qu'on allait faire. Parce que vous imaginez qu'en 10 jours, toutes les rumeurs les plus folles sont passées. Ça n'a pas été simple à gérer. Je vous raconterai des anecdotes tout à l'heure qui étaient quand même assez terribles à entendre. Surtout au départ, quoi. Donc le conseil municipal, on l'a réuni le 9 novembre, vous voyez, 10 jours à peu près après leur arrivée. Conseil municipal extraordinaire, où j'étais pas... heureusement que j'étais entouré de mes collègues parce que j'étais pas très chaud d'y aller quand même, parce que on l'a déplacé, on l'a pas fait dans la salle du conseil municipal, il y avait 300 personnes. Pour vous dire que le sujet mobilise quand même. Alors, dans une salle où l'atmosphère était quand même très tendue. On voyait qu'il y avait un tiers de personnes qui étaient assez favorables à l'arrivée des Roms, à ce qu'on lance un projet d'intégration. On va dire un tiers qui était vraiment contre, et puis un tiers, on va dire, de curieux ou de gens qui voulaient connaître un peu plus, la communauté Rome, entendre aussi ce qu'on allait pouvoir déclarer au niveau du conseil municipal. Alors avant le conseil municipal quand même, en dehors du fait qu'on avait dit qu'on n'allait pas les rejeter, on avait proposé la rédaction d'un vœu dont je vais vous expliquer les tenants et aboutissants. Donc ce vœu et la position collective quand même, je tiens à rappeler, a été voté en conseil municipal. Alors n'a pas été voté par l'opposition, mais les 22 élus de la majorité l'ont voté. Donc il y avait sur 3 sujets, le quotidien, la solidarité et le politique.
Donc là, je vais aborder le premier point, c'était assurer le quotidien, le respect des règles. Donc je vais vous lire le vœu très rapidement, puis après je vous donnerai des exemples comment on a assuré le quotidien. Alors le vœu, c'était intervenir pour limiter les inconvénients majeurs au quotidien, en assurant un suivi en lien avec les responsables de cette communauté et les acteurs associatifs et institutionnels concernés, d'exiger le respect de la population locale, de la tranquillité publique, ainsi que plus généralement l'observation rigoureuse des lois de la République. Donc cela doit conduire à une cohabitation citoyenne et correcte. Alors aujourd'hui, ça s'est avéré. Ça a été peut-être long pendant les 4 premiers mois à se mettre en place, mais aujourd'hui, c'est avéré. Donc, pour assurer ce quotidien, donc la première des choses qui s'est faite de manière un peu anecdotique, on a une association qui s'appelle la Compagnie des Indres et des gens qui venaient de terminer les spectacles ici ou là, les spectacles vivants qu'on a sur la commune. Et les personnes m'ont appelé en me disant: Jean-Luc, on a 2 toilettes sèches, nous on est prêt à te les donner, enfin pour les Roms, bon, sachant que 2 toilettes sèches pour 150 personnes, ça reste assez limité, mais c'était quand même le dimanche, ils s'étaient installés le vendredi, donc bon. Alors ils me disent: mais bon, on a un souci, il nous faut un camion. Donc ni une ni deux, je suis allé chercher un camion aux services municipaux et j'ai pris le camion parce que bon, je voulais pas que quelqu'un d'autre le conduise. Et puis on est parti sur le camp, ils leur ont installé les toilettes sèches. Alors c'était assez surprenant parce que sur le camp, pour eux c'était la première fois que ça arrivait que quelqu'un vienne leur déposer des toilettes, même si ça suffisait pas en nombre, mais voilà, donc on a commencé par ça. Après, je vous ai raconté tout à l'heure le container à ordures, mais moi je me rappelle quand même, et on a eu des personnes ça a été vérifié quand ils étaient installés à la Meuse et que la Meuse a été vidée, c'était 23 tonnes de déchets qui ont été vidés de la Meuse. Faut s'imaginer 23 tonnes de déchets, quoi. Moi je voulais pas que ça arrive sur la commune, quoi. C'était impossible à concevoir, donc on a mis les moyens en place assez rapidement. Mais dans le container à ordures, suffit pas avec eux de déposer le container, hein. Après, il y a toute une pédagogie parce que les sacs poubelles, ils les connaissaient pas obligatoirement. Peut-être que je caricature, hein, vous allez me dire, mais ils les connaissaient pas. Enfin, cette communauté-là, au moins, qui s'est installée sur Indre, ne connaissait pas ça. Donc, notre policier municipal, alors, à qui je tire mon chapeau, parce qu'il fait un travail extraordinaire depuis 18 mois, et il est seul. Hein. Il est seul à assurer ce quotidien-là. On leur a expliqué, avec aussi les gens du collectif qui s'étaient créés, on leur a expliqué, voilà. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toujours, on est obligé de remettre des choses en place, leur dire bon, attention, faut pas que ça traîne, mais quand même, on a un camp relativement propre, je vais dire, hein, parce que bon, c'est pas toujours, faut toujours avec eux, c'est de la pédagogie, il faut sans cesse répéter, mais au bout d'un moment, c'est le policier municipal qui peut en témoigner. Il me disait, au bout de 2-3 mois, j'avais plus besoin de répéter ces mêmes choses-là parce que c'était quelque chose d'acquis. Donc là même, je vais vous dire sur les 5, alors j'anticipe un peu sur ce qui va la suite, mais sur les 5 familles sur lesquelles on ira en intégration, là ça va être 2 containers à poubelle et on va leur demander le tri sélectif des déchets. Donc vous imaginez il y a 18 mois c'était impensable tout ça. Et aujourd'hui voilà, mais après c'est un travail de pédagogie avec eux. Hein, je veux dire c'est des gens réceptifs, comme nous on peut être réceptifs à ça, mais bon ça demande du temps et de l'énergie, ça c'est vrai. Et puis une volonté, quoi. Donc après, il y avait aussi quand même la tranquillité publique, hein, parce que, comme je vous disais, ils sont à 50 mètres des habitations, donc fallait qu'avec les riverains, la cohabitation se passe le mieux possible, on va dire. J'ai été obligé plusieurs fois d'intervenir sur le camp, parce qu'au départ, ils allaient un peu partout, y compris comment dire ça je trouve pas les mots, enfin un peu partout pour faire leurs besoins, on va dire, voilà. Donc il a fallu les interpeller, leur dire non, ça c'est pas possible. Alors c'est vrai que 2 toilettes sèches, hein, je pouvais pas non plus négocier avec eux qu'ils fassent une file d'attente, mais bon,
on a la chance d'avoir un terrain désaffecté en friche qui demain va être reconverti. Je leur ai dit, bah écoutez, c'est simple, hein, vous faites un trou là-bas, de toute façon, ça va être un terrain qui va être retourné, vous inquiétez pas. Et puis voilà, on a réglé le problème comme ça. Bon, c'est la chance, on avait ce terrain-là à côté. Et puis il y a le bruit quand même. C'est quand même des gens qui ont le verbe haut. Qui n'ont pas, alors on peut pas les empêcher de parler, hein, enfin voilà, mais quand même qui restaient quand même cantonnés sur leur camp, qui n'ont pas été bon, on a un petit enfin un commerce de proximité, enfin une petite supérette, bon voilà, c'était leurs seuls allées et venues, ils n'allaient pas partout sur la ville. Alors ce qu'on avait exigé d'eux sur Indre, pas de mendicité, je peux vous assurer que ça a été appliqué, mais alors là dès le départ on n'a jamais eu de mendicité. Comme vous, enfin, si vous connaissez Indre, on a un marché le dimanche matin qui accueille 5000 personnes. On s'est dit, là, on va avoir des difficultés. En fait, on leur a dit, là non plus, pas de mendicité. On en avait déjà auparavant, de la part de d'autres Roms. Ça a été les mêmes Roms pendant 2-3 dimanches. Ceux d'Indre ne venaient pas. Et c'était ces 2-3 mêmes Roms. Et pour finir, ces 2-3 mêmes Roms, depuis après les 3 premiers dimanches, on les a plus jamais revus. Et on n'a aucun Rom qui fait la mendicité au niveau du marché, parce que ça nous inquiétait quand même. Fallait pas non plus. Enfin voilà, le marché d'Indre, c'est historique. On voulait pas le dépeupler ni de ses commerçants ni de ses clients, quoi. Donc ils ont respecté les règles, quoi. Il y avait une autre règle, c'était pas de nouvelles caravanes sur le site. Il y en a pas eu. On est resté avec nos 47 caravanes, je crois, 47-50, enfin. Ça va un peu en diminuant encore aujourd'hui. Et comment dire, on a eu aussi, parce que bon, le tableau n'est pas toujours rose, hein, on a eu quand même quelques problèmes, parce qu'évidemment, moi je suis toujours en contact avec la gendarmerie, on a eu 2 ou 3 familles qui ont occasionné des délits dans le Maine-et-Loire. Ces 3 familles-là, on leur a dit maintenant vous quittez le camp, vous partez. Il n'y a pas eu de cadeau. Hein. Il y a humanité, mais il y a aussi fermeté d'un côté, respect des règles, parce que sinon, faut pas enjoliver toujours le tableau. Hein. C'est pas si facile que ça. C'est un travail au quotidien, mais après, il faut être ferme aussi. Et c'est les gens qui l'entendent. Mais ils étaient au courant des conditions de départ, donc elles ont été acceptées. Ensuite, il y a eu la scolarisation des enfants. Alors là, c'est là où je vous dis que le jour du conseil municipal extraordinaire et même dès le début, bien avant que les enfants soient scolarisés, puisqu'ils ont été scolarisés début janvier, donc vous voyez, ils sont arrivés, il y a eu 2 mois où ils n'ont pas été scolarisés, mais on avait pris cette décision de les scolariser également au conseil municipal, mais voilà, la scolarisation c'est un droit, hein, donc on n'avait pas de raison de pas se contraindre au même droit que les autres, donc on l'a accepté, on l'a fait. Mais bon, j'ai vu devant les écoles quand même des gens diffuser des tracts non Rome, attention à la gale, nos enfants vont attraper la gale, des poux, hépatite B, enfin on a tout vu, quoi. On a tout vu. Moi j'ai ça dans un dossier, quoi. J'ai quand même conservé ces éléments-là. Donc ces personnes-là, je les ai prises entre 4 yeux dans mon bureau parce que c'est quand même un délit pénal. Donc ça les a vite calmés. Je peux vous assurer que, et alors nous on les a enjoints à ne pas continuer à distribuer les tracts devant les écoles, mais ils ont même été pris à partie avec des parents d'élèves, dont un qui est avocat et qui leur a rappelé les droits. Alors c'était surprenant parce que lui est intervenu, nous aussi, donc voilà, quoi. Mais je peux vous assurer que ce qui était quand même surprenant, c'est que la gale, on l'avait eu l'année d'avant et ils n'étaient pas dans l'école, quoi. Donc ils étaient pas responsables s'il y avait eu un cas de gale, ils étaient pas obligatoirement responsables, quoi. Et puis quand même, je tiens à le dire, Madame est présente ce soir, mais Médecins du Monde vient régulièrement sur le camp et voilà. Il y a un suivi médical pour tous les Roms d'Indre. Il y a pas de souci. Hein.
Donc du coup, en lien avec Actarom, donc qui est financé par c'est une association financée par le Conseil général et puis les services de la mairie. Donc on a scolarisé au total 36 enfants, donc ce qui équivaut à un peu moins de 10% de nos effectifs. Alors en maternelle et en primaire, hein. Donc en maternelle, c'était quand même un peu plus rare parce que je sais pas si sur l'agglo nantaise ils étaient scolarisés en maternelle, mais bon, on avait cette possibilité-là, donc on l'a fait. Hein. On l'a fait et c'est quand même aujourd'hui intéressant de voir des enfants de 8-9 ans qui parlent le français comme vous et moi, quoi. Ça c'est assez phénoménal, quoi. Donc, mais il y avait aussi, il y a eu une attitude positive des enseignants qui nous ont vraiment aidés à mettre en place la scolarisation des enfants, quoi. Ils se sont tout de suite rendus disponibles, accueilli les enfants dans les classes. Et aujourd'hui, j'ai des témoignages parce que aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Hein, on a un territoire contraint et on pourra partir que sur un projet d'intégration de 5 familles. Mais j'ai des parents qui viennent aujourd'hui me dire, Monsieur le maire, n'enlevez. Si vous pouvez garder la famille dont ma fille est la copine, quoi, ou dont mon fils est le petit copain, parce que ils ont tissé des liens très très forts aujourd'hui, quoi. Mais malheureusement, on connaît la suite. Hein, on pourra pas les garder tous. Mais c'est quand même assez positif dans les témoignages, quoi. On a aussi donc mis en place un système de douche, on va dire. Donc on a donné accès une fois par semaine à un gymnase, et donc là c'est le collectif Romsey qui donne un coup de main. C'est eux qui assurent en fait toute la permanence sur les douches. Ils se sont groupés, et puis ils s'organisent. Enfin, je parlerai d'eux après parce que c'est vraiment une organisation assez exceptionnelle. Puis qu'un travail de bénévole formidable. Donc voilà, on leur a donné cet accès-là aussi parce que chez nous on n'a pas de bain-douche, hein, donc on s'est organisé différemment. Et ensuite, on s'est aperçu, on le savait dès le départ, mais qu'il était nécessaire de leur apporter l'électricité. Ce qu'on a vu, alors là c'est pareil, c'est une anecdote, mais c'est une gamine qui est venue me dire, monsieur le maire, moi j'aimerais bien faire mes devoirs, quoi. Mais dans le noir à 5h30 en hiver, dans les caravanes c'était impossible. Donc là aussi il y a eu un élan de solidarité. Il y a eu un montage qui a été fait bénévolement avec un coup de main des Roms aussi, parce que c'est eux qui ont fait la tranchée. Alors surprenant parce que la tranchée a été faite très rapidement quand même. Il y avait même mon collaborateur de cabinet qui devait prendre des photos. J'ai dit fais rapide Gilles, parce que là à l'allure où ils vont tu seras pas revenu de l'Amérique, et pourtant pas très loin, que la tranchée sera déjà réalisée. Alors ils ont été très très rapides, mais ça a été fait évidemment le compteur posé par EDF, hein, on peut pas faire autrement, et on a eu un coup de main d'un électricien professionnel qui est parmi nous ce soir bénévolement, et un coup de main aussi d'une entreprise qui nous a mis à disposition une nacelle pour une traversée de route, quoi. Donc je tairai le nom de l'entreprise, mais je les remercie vivement de nous avoir aidés. Donc voilà, en fait, cette installation a été un coût quand même assez réduit pour la commune, sachant qu'aujourd'hui quand même, et depuis le départ, en fait, chaque famille paye 15 € par mois d'électricité. Et je peux vous assurer qu'au 10 du mois, tout est payé. On n'a aucun souci. D'ailleurs, au niveau de la scolarisation, donc ils mangent pratiquement tous à la restauration scolaire, donc ce qui leur fait au moins un repas équilibré par jour, et les factures sont payées également dans les temps. Alors évidemment, vous allez me dire, ils sont au quotient familial le plus bas, mais bon, voilà, on n'allait pas leur demander non plus de nous assurer un paiement qu'ils n'auraient pas été capables d'effectuer. Donc voilà, et cas surprenant, on rappelle plus souvent les Indrés que quoi, mais bon, voilà. Donc aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, l'intervention quotidienne du policier municipal, hein, il y va tous les jours, hein, simplement pour que il passe un petit quart d'heure, 20 minutes, mais pour que tout soit respecté, tous les règles auxquelles j'ai fait allusion juste avant. Et puis évidemment, pour eux, je suis un peu leur référent, hein. Donc j'y vais assez régulièrement, moi, une fois par mois.
Alors je les réunis dans une. Alors eux ils ont appelé ça une église qu'on a toléré sur le site qu'ils ont monté de briques et de broc, mais qui tient lieu de salle de réunion aussi. Donc quand j'ai quelque chose, un message à leur faire passer, je vais là-bas parce que on a eu quand même quelques. Pour pas enjoliver le tableau aussi, on avait quand même des incivilités dans les bus, des choses comme ça. Donc il fallait remettre les choses en place. Alors ça c'est pareil quoi. Ça dure 2-3 semaines. Après il faut faire un rappel. Hein. En plus là ça touche les adolescents. C'est pas les adultes, ça touche les adolescents et c'est très très compliqué à leur faire comprendre. C'est leur façon de faire. Donc alors des réunions avec les riverains parce que on a quand même des riverains proches qui avaient des soucis, mais pas des gens obligatoirement. Enfin c'était pas sur fond de racisme. Hein. Mais des doléances de nuisances soit sonores ou de tout type quoi. Mais voilà, on leur expliquait. Alors souvent aussi ils voulaient savoir quand est-ce qu'ils allaient partir, mais ça j'avais aucune idée parce que c'était pas à moi de statuer là-dessus. Donc on leur expliquait que il y aurait une procédure d'expulsion mise en place par le propriétaire du site, mais tout ça a pris un peu de temps, et puis des fois ils se plaignaient aussi que j'allais pas les voir aussi fréquemment que les Roms, mais je leur expliquais également que quand j'allais voir les Roms, c'était pas simplement pour aller prendre le thé chez eux quoi. C'était plutôt, je vais vous dire entre guillemets, c'était pour pousser un coup de gueule quoi. Donc je pense que si j'avais été faire la même chose chez eux, ils n'auraient peut-être pas apprécié les termes et le ton que j'employais quand j'allais voir les Roms quoi. Donc voilà, et puis il y a eu aussi une réunion publique qui s'est déroulée le 7 février 2009 de mémoire où donc il y avait beaucoup de monde il me semble. 2010, oui, 7 février 2010, oui, où il y avait beaucoup de monde, il y avait, je sais pas, 150-200 personnes dans la salle facilement, mais justement c'était en lien avec le collectif Rome Europe, Médecins du Monde, pour expliquer ce qu'était la communauté Rome, mais c'était à destination des Indrés. Alors on a eu toutes sortes de questions et auxquelles on a essayé de répondre, mais c'était aussi, mais le climat par rapport au conseil municipal extraordinaire qu'on avait eu était déjà un peu plus détendu quoi. C'était deux mois et demi après, la température était quand même descendue. Donc c'était pas plus mal quoi. Voilà le premier point sur lequel on avait donc c'était assurer le quotidien, le respect des règles. Le deuxième point c'était organiser la solidarité. Donc en fait, dans le vœu, on avait noté solliciter la population indraise dans un esprit de fraternité républicaine pour porter un regard positif, généreux et respectueux des différences envers une communauté qui a déjà largement souffert de son statut de bouc émissaire dans l'histoire européenne. Donc dès le départ, il y a eu donc pour organiser la solidarité, mais cette solidarité aussi, elle s'est organisée suite au vote du vœu, quoi. Parce que s'il n'y avait pas eu ce vœu de voter, je pense que il y aurait pu avoir une solidarité certainement de mise en place, mais sans l'aide du conseil municipal, ça pouvait pas obligatoirement se mettre en place, quoi. Donc dès le départ, alors il y a eu donc ça s'est plus déroulé autour de collecte de vêtements parce que l'hiver approchait. Donc il fallait des couvertures, enfin beaucoup de choses comme ça. Donc il y a tout un réseau de personnes d'Indrés, même de non Indrés, hein, qui se sont mobilisés. Alors là c'était au-delà de nos espérances. On savait même plus comment gérer les collectes de vêtements tellement c'était énorme, quoi. C'était énorme et c'est tout simplement par réseau et bouche à oreille. Hein. Il n'y avait pas d'article dans les journaux, on n'a rien demandé, ça a été que du réseau. Donc ça, la collecte de vêtements. Après, il y a eu l'accompagnement aux douches aussi, l'implication de l'amicale laïque de Bassinde qui a payé quand même les assurances scolaires parce que la municipalité pouvait pas le faire. Donc c'est eux qui sont impliqués à ce niveau-là. C'est eux qui ont réglé les assurances scolaires des enfants. Mais vous voyez, c'était tout un monde. Il y avait l'amicale laïque, on avait des membres de la paroisse aussi, hein, une personne qui avait tenu, alors je vais pas dire un discours parce que dans une église, je sais pas comment ça
ça se dit. Excusez-moi parce que j'y vais pas très souvent hein, pour les mariages et les mariages et les enterrements, mais bon voilà, qui a pris la parole pour dire bah bon voilà, il y a besoin d'aide, enfin de vêtements, de collecte, qui c'est qui peut venir, enfin voilà. Donc c'était quand même des gens de tout milieu quoi qui ont créé ce collectif là. Et puis au-delà de toute règle politique quoi. Il y avait pas de ils ont suivi l'élan qui a été réalisé par la municipalité quoi. Donc après il y a eu alors vous parlez du collectif parce que le collectif vous allez me dire Romzy c'est quoi? Alors Romzy c'est R comme rencontre. Alors je lis mon papier parce que moi aussi j'ai du mal à m'en souvenir des fois. O comme ouverture, M comme métissage, S comme solidarité et I comme Indre. Parce que bon, c'est vrai que ça s'est créé par la venue des Roms, mais je pense que aujourd'hui, au-delà de ça, il n'y a pas que les Roms et je pense qu'on ira, enfin, je vais pas dire qu'on ira plus loin, mais peut-être que le collectif demain agira sur d'autres populations, quoi, n'agira pas simplement que sur les Roms, quoi. Mais ils voulaient que dedans il y ait Rome. Donc c'est eux qui ont créé. Alors aujourd'hui ils se sont structurés plutôt en association parce que ça leur a permis de bénéficier de financement. Aujourd'hui, ils ont bénéficié d'un financement de la part du Conseil général et de la part de Nantes Métropole pour la mise en place de projets sur l'économie sociale et solidaire. Je sais plus au niveau du Conseil général. Alors là, je me souviens plus exactement du projet. Enfin, sur la métropole, c'était au niveau de l'économie sociale et solidaire. Donc ça regroupe à peu près quand même 60 personnes. Mais bon, on va dire plutôt 20-25 très actifs quoi. Mais bon voilà, chacun à son échelle avec une partie des gens qui s'occupent, mais aussi des gens parce que il y a 4 thématiques d'aborder. Il y a les collectes de vêtements, les douches, mais il y a la partie aussi politique. Parce qu'aujourd'hui, alors c'est vrai que j'anticipe un peu sur les conclusions ou sur la partie plus politique qui suit, mais aujourd'hui, ils font le tour des communes. Faut le savoir, ils font le tour des communes de l'agglo avec en général au moins un élu d'Indre pour essayer de chercher du foncier et des solutions pour les familles qui vont rester sur Indre. Donc ils sont très très mobilisés. Je pense qu'ils ont même été bien au-delà du collectif Rome Europe aujourd'hui. Alors sans négliger l'apport du collectif Rome Europe. Attention, voilà, mais ils vont, ils cherchent des solutions pour demain, quoi. Et aujourd'hui, ils travaillent aussi sur le soutien scolaire, les cours de français qui sont apportés aux adultes. Il y a des personnes dans la salle qui peuvent en témoigner, qui sont présents parmi nous et qui travaillent dans ce domaine-là pour aider. On a de plus en plus parce que les adultes ont bien pris conscience que pour trouver un emploi, fallait connaître le français. Donc et ça les aide à l'insertion professionnelle quoi. Et également, on a organisé quelques événements locaux, 2-3, il me semble, depuis le départ, avec les Roms, et puis à destination de tous les habitants de l'agglomération, quoi, pour faire connaître cette communauté. Donc voilà à peu près comment la solidarité s'est organisée, mais c'est franchement assez phénoménal, quoi. Eux pourraient pas fonctionner sans nous, et nous on pourrait pas continuer à fonctionner sans eux, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a aujourd'hui d'autres voix qui s'élèvent dans d'autres communes et des collectifs qui sont en train de se créer, quoi. C'est ce qu'on s'aperçoit. Alors peut-être que voilà, ça fera peut-être effet boule de neige et ça pourra peut-être aussi impliquer les maires des communes de l'agglo parce que c'est jamais facile de prendre cette position politique et de prendre cette décision. Donc parce que on a toujours le regard, peut-être on se dit il y a peut-être une majorité silencieuse qui s'exprime pas et voilà. Alors ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que dans notre plénière quand même, quand on a pris cette décision, alors, en toute connaissance de cause évidemment, mais on a pris la décision aussi de jouer notre mandat là-dessus. On s'est dit si on perd en 2014, si on nous reproche, si les Indrais nous reprochent d'avoir pris cette position,
et ben voilà, on perdra les élections, mais voilà, on met notre mandat en jeu. Donc on verra l'avenir hein, maintenant. Je lis pas dans le mar de café, on verra bien ce qui se passera demain. Bon, sachant quand même qu'on s'occupe pas que des Roms hein, sur la commune. On a aussi une activité communale quand même à gérer. Donc les Indrés s'inquiètent pas quand même. Donc et puis le troisième point, c'était d'engager la bataille politique, d'interpeller sans discontinuité les pouvoirs publics, au premier rang desquels l'État, dont c'est l'une des compétences. Chacun doit prendre ses responsabilités afin de trouver des solutions durables et respectueuses des droits fondamentaux des citoyens. Donc on avait fait le choix de ne pas expulser. Donc l'expulsion de toute façon ne dépend pas de nous hein. Enfin vous le savez, ça c'est la grande paroisse propriétaire du terrain s'est déclarée 3 semaines après en voyant les articles dans les journaux. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, le foncier nous appartient. Alors c'est un peu une drôle d'histoire, c'est un acte notarié, je remercie le notaire de s'être endormi parce que un acte notarié qui avait pas été signé il y a plus de 12 ans quoi. Donc c'est assez il nous a quand même bien aidé parce que c'était pas simple. Mais bon, toutes les décisions avaient été prises quand même, sachant que on pensait que pour nous c'était un terrain du foncier qui nous appartenait quoi. Donc aussi, on a sollicité quand même d'emblée, comme je le disais, enfin on a pas d'emblée peut-être, mais on a sollicité par courrier le président de la République. Alors là, après, ça a été le jeu de chaises musicales. Le président de la République nous a dit qu'il en avait bien pris connaissance, qu'il transmettait notre courrier au ministre de l'Intérieur et au préfet de la région. Après, le cabinet du ministère de l'Intérieur nous a indiqué qu'il avait bien pris aussi connaissance, qu'il mettait tout en œuvre pour que tout se passe le mieux possible, mais que les Roms étaient ce sont des citoyens européens qui doivent respecter les règles, qui ne doivent pas s'installer illégalement à droite à gauche. Mais franchement, aujourd'hui entre nous, où vous voulez qu'ils s'installent quoi. Enfin, je veux dire, demain, on peut me dire tout et son contraire. Sur l'agglomération nantaise, quand ils seront expulsés de chez nous, ils iront s'installer encore sur un terrain qui n'a pas qui est illégal, qui appartient soit à un privé, soit à une commune. Donc, je vois pas où demain ils pourront s'installer, à moins qu'il y ait des décisions qui soient prises, mais au plus haut de l'État et même au-delà, au niveau de l'Europe, parce que dans l'idée, c'est quand on a interpellé le président de la République, parce que pour moi, enfin pour nous, pour les Indrés au moins, c'est quand même le représentant, et pour vous aussi j'imagine, le représentant du plus haut niveau de l'État au niveau de l'Europe quoi. Donc fallait bien qu'à un moment ce personnage-là soit interpellé quoi. Donc on l'a fait, et puis ainsi de suite, et puis après le préfet nous a donné une réponse, mais des réponses qui sont restées sans résultat, et je pense qu'il en a pas tellement tenu compte vu la teneur de son discours à Grenoble en juillet 2010 quoi. Je peux pas imaginer alors peut-être qu'il a pas lu le courrier parce que c'est une réponse du cabinet, donc je sais pas si mais bon. Donc on a quand même eu alors politiquement aussi un phénomène quand même. Alors on a eu les élections régionales en 2010 qui se sont déroulées en avril 2010 et qu'on a quand même disséqué sur la commune. Alors c'est vrai qu'il y avait un taux d'abstention assez fort, mais bon, on était quand même à 53% de participation, donc on n'était pas le plus faible de l'agglomération et du département. Et au niveau des résultats, on n'a pas vu de montée, alors par rapport aux élections les plus récentes. Enfin, c'était alors les élections les plus récentes 2008, c'était les municipales et les cantonales juste avant. Ouais. Les cantonales, voilà. Enfin, on n'a vu aucune montée du Front National chez nous, quoi. C'est quelque chose qui pouvait nous inquiéter au plus haut point. Une montée des extrêmes, on l'a pas vu. Au contraire, même. Alors, je dirais.
Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas été votés, hein. Mais enfin, le candidat socialiste chez nous a été réélu à 80%. On fait le deuxième score du département. Donc, s'il y avait eu un mécontentement, parce que bon, faut le dire, Jean-Marc Ayrault était quand même en ligne de mire, parce que ils ont été expulsés de Nantes. Moi, je n'ai jamais mis le maire de Nantes en accusation. J'ai dit bon voilà, c'est comme ça, ils ont été expulsés de Nantes. Maintenant, il faut qu'on trouve un règlement au problème, mais c'est pas de dire qu'un tel nous a refilé la patate chaude, comme je t'ai dit tout à l'heure. Enfin, le règlement politique, il passe pas par là, quoi. Le règlement politique, il passe aujourd'hui par une solution de trouver un accueil pour tout le monde, quoi. Ce qui va être compliqué. Mais voilà, au niveau des élections régionales, on a quand même vu ce tournant qui, c'était 5 mois après leur arrivée, on avait énormément de doutes là-dessus. On a sollicité, alors il y a eu plusieurs sollicitations, il y a eu 2 réunions des maires de la majorité de l'agglo, même 3 même. Alors une première en décembre 2009, il me semble, ou janvier 2010, enfin je sais plus exactement. Une autre au mois de septembre 2010 où les choses ont un peu tourné, les lignes ont un peu bougé, le discours était plus le même, enfin prise de conscience, je pense. Et une autre plus récemment où là les lignes ont encore un peu bougé parce que d'abord le président de la métropole nous met à disposition des moyens pour accueillir par exemple nous dans le cadre du village de la solidarité il nous met des moyens à disposition, des moyens financiers pour l'accueil des Roms. Donc on avait aussi sollicité la table ronde avec le préfet, elle est venue beaucoup plus tard, très récemment, hein. Il y a eu quand même le discours de Monsieur Sarkozy à Grenoble, excusez-moi, donc a radicalisé plutôt le débat, mais bon, c'est un peu terrible à dire, mais c'est presque été une opportunité pour nous, parce que tout d'un coup, il y a eu une opposition philosophique entre la droite et la gauche qui s'est réveillée, quoi. Donc nous, comme on était baignés dedans depuis 10 mois, je peux vous assurer que ça nous a, c'est malheureux à dire, mais ça nous a aidé, quoi. Ça nous a aidé. Et puis quand même tout ce travail de fourmi qui a été fait par l'association Romsey, les exemples aussi, parce que on peut parler d'Indre, mais il y a des exemples dont on parle moins, et moi j'en parle systématiquement. C'est quand même l'accueil qui a eu lieu à Sainte-Luce. Il y a eu des expériences aussi aux Sorinières. Il y a eu des expériences à Nantes aussi. Faut pas négliger toutes ces expériences là qui ont été mises en place. Donc voilà, il y a pas qu'Indre, hein, on n'a pas inventé l'eau chaude. Il y a déjà des expériences qui existaient avant la nôtre. Mais par contre, il y a peut-être eu une position politique un peu atypique et qui a intéressé les médias, parce que je peux vous assurer d'une chose, c'est que moi je suis pas allé chercher les médias, hein. Vous imaginez, les médias sont venus immédiatement par rapport à la position politique que la commune a prise, et je pense que le rôle des médias a aussi été quand même essentiel, quoi. Dans ces avancées-là, jusqu'où on est rendu politiquement aujourd'hui, je pense que ça a été, c'était très important, quoi. Ils l'ont relayé de manière, ça a permis aussi peut-être d'établir un rapport de force entre une majorité et puis quelques élus qui se battent depuis des années sur leur accueil. Et puis peut-être que c'était plus facile, après j'en viendrai à une conclusion, hein, je vais quand même pas monopoliser la parole parce que je me suis pas rendu compte du temps du tout, mais c'était quand même parce que Indre quand même c'était peut-être un terreau favorable pour réaliser cette intégration et cette prise de position politique, parce que Indre c'est un terreau de gauche, et historiquement ça a été l'immigration chez nous on connaît, quoi. On avait les forges de Bassinde qui à une époque nous ont amené des Polonais, des Espagnols, enfin des Italiens, enfin c'était vraiment, c'est un terreau Bretons. Des Bretons aussi. Merci Philippe. Et des fois des Bretons qui sont mariés à des Espagnols, donc imagine que voilà, quoi.
Donc en conclusion, parce que j'imagine que vous aurez des questions à poser auxquelles j'essaierai d'apporter réponse, rien n'est réglé aujourd'hui, hein, rien n'est réglé, on en est complètement conscient, on est vraiment au milieu du gué, hein, il y a tout à régler, le chantier est toujours en cours à tous les points de vue, hein, que ce soit dans le quotidien, la solidarité, le politique, mais voilà, enfin nous c'est d'un idéal de société dont il est question, quoi. C'est l'accueil des migrants, parce que tout à l'heure Philippe l'a évoqué, mais demain ça sera peut-être des réfugiés climatiques. Il peut y avoir toutes sortes de réfugiés, toutes sortes de populations qui demain viendront chercher accueil en France. Et je pense que si on n'apporte pas un début de réflexion aujourd'hui, c'est peut-être pas des solutions, mais au moins un début de réflexion et des interrogations qui se posent à tout le monde, de chercher des solutions. C'est maintenant qu'il faut se lancer dans cette approche-là. C'est pas demain, une fois que tout le monde on aura le couteau sous la gorge, entre guillemets, quoi. Et puis bon, c'est vrai que au premier plan, on a toujours mis la question humaniste en exergue, quoi. C'est vrai que, enfin, on peut pas rester insensible à la misère devant chez nous, quoi. Enfin, bon, moi et la plupart de mes concitoyens, on pouvait pas rester. C'est vraiment trop criant, et voilà. C'est vrai qu'on a pris cette position politique aussi de ce fait-là, mais en se disant faut arrêter ça, quoi. Faut arrêter ça. On ne règle rien. On voit bien quand ils repartent avec les propositions 300 €, ils reviennent, faut pas se leurrer, ils reviennent. Qu'ils aillent en Roumanie, qu'il y ait des projets d'intégration qui se mettent en place, mais des vrais projets de vie en Roumanie, pourquoi pas. Au contraire, je pense que ça peut être aussi un équilibre avec l'intégration sur le territoire français, mais pas. Enfin, un coup de pied être dans l'avion avec 300 €, pour moi, c'est pas la solution, quoi. C'est pas la solution. C'est pas comme ça qu'on règle les choses, quoi. Donc voilà un peu le témoignage. J'ai peut-être oublié des choses. Oui, mais les questions vont permettre de les donner. Et donc, effectivement, merci pour ce témoignage, et merci aux Indrais, en l'occurrence, pour ce travail. Moi, je vais peut-être, pour lancer le débat, la question qui me vient assez spontanément, c'est comment vous allez choisir les 5 familles, puisque vous allez intégrer 5 familles, c'est ce que vous avez indiqué. Comment ce choix va être fait ? Alors le choix est déjà fait, hein, puisque donc là on a réalisé. Alors je vais un peu plus loin que la question des critères de choix. Donc là aujourd'hui on a réalisé un terrain, on a environ 500 mètres carrés sur lesquels on a placé 6 mobil-homes, parce qu'il y en a 5 pour les familles et 1 pour le collectif Romsey. Alors 6 mobil-homes, je vais vous dire le coût entre nous, 17 000 €. 6 mobil-homes. Ça n'a pas été, ce sont pas des frais financiers trop importants, et qu'on espère que la métropole prendra en compte, en même temps que la viabilisation du terrain. Donc voilà, ces 5 familles-là, elles devraient intégrer logiquement le terrain début mars, parce que là, il y avait une convention, il y a une convention avec eux à passer. Un règlement intérieur aussi à mettre en place au niveau du village, et puis à traduire en roumain aussi, parce que faut qu'ils comprennent quand même ce à quoi ils s'engagent, même si pour certains ils parlent bien le français, mais enfin bon, c'est normal de le traduire. Donc le choix a déjà été fait, mais n'a pas été volontairement donné aux familles, parce que là ils sont tous en attente de savoir lesquels sont retenus. Donc les critères c'est quand même la volonté d'intégration, parce qu'on les connaît quand même, hein. On connaît ces familles, on s'est appuyé sur des personnes des services de chez nous, on s'est appuyé sur les élus, on s'est appuyé sur le policier municipal qui les connaît au quotidien. Donc il y avait quand même cette volonté d'intégration, cette volonté aussi de s'insérer professionnellement. On la sent plus chez certains que chez d'autres, quoi. C'est assez palpable, quoi. On le sait. Le suivi de la scolarité des enfants. Alors pour l'instant aujourd'hui, franchement, nos 36 élèves, ils sont très réguliers, hein. On n'a pas ce souci-là, alors que je sais que dans notre commune, c'est pas le cas, quoi.
Donc la scolarisation, excusez-moi Anne-Marie, je vous regarde, mais et voilà, c'était les 3 critères principaux de choix. Mais voilà, avec une connaissance des personnes aussi, quoi. Alors, ce qu'on avait fait quand même, bon, effectivement, il y en a que 5. En fait, c'est 4 plus une humanitaire, hein, puisqu'il y a une jeune fille qui a été opérée ou qui va être opérée récemment, qui faisait ses soins à Saint-Herblain. Donc, on a décidé de la garder puisque c'est des soins assez lourds, quoi. Mais donc, ce qu'on a fait quand même, c'est que bon, on s'est arrêté 5 familles, enfin 4. Mais on en a d'autres, enfin, je veux dire, je vais pas dire, c'est peut-être entre guillemets un vivier, quoi, parce que on sait que d'autres familles, et si d'autres territoires veulent les accueillir, on a quand même des familles qu'on connaît et qui sont capables de s'intégrer et donc bon, je sais pas s'il y a des gens des territoires dans la salle, mais sachez que voilà, il y a des familles vraiment avec tout le travail qui a été fait depuis des mois et des mois, qu'on sent capable de s'intégrer, quoi. Donc je vous dis, aujourd'hui, on a quand même deux personnes qui travaillent, qui ont un CDI, un qui travaille dans le bardage et un autre, je sais plus dans quel. Mais il faut savoir quand même que cette personne-là revient le soir sur le camp avec le camion de sa boîte. Donc ça veut dire quand même que la confiance qui s'est créée entre le patron et le Rome, quoi. Enfin, j'ai peut-être oublié juste une petite chose quand même, c'est que quand on emploie un Rome, faut savoir quand même qu'il paye une taxe de 800 €. Le patron est obligé de payer une taxe de 800 €. Donc ils ont quand même le droit à la libre circulation sur le territoire, mais ils n'ont pas fondamentalement le droit au travail tel que les autres Européens l'ont, quoi. C'est très important, quoi, à retenir. 893 a priori même. Qui veut intervenir, oui? Merci. Ma question s'adresse plus au vice-président du conseil de Nantes Métropole, dont je crois que vous êtes. A-t-on une idée du nombre de Roms qui sont actuellement sur le territoire de Nantes Métropole, pour faire une comparaison avec ce que représente votre expérience au niveau local? Bah écoutez, il me semble qu'actuellement on doit être à peu près à entre 800 et 900. Et nous, on en a 150. Donc, vous voyez, en pourcentage, on a la plus grosse communauté Rome de l'agglo actuellement. Bonjour, je vous remercie de votre exposé. Vous avez parlé qu'il y avait 36 enfants de scolarisés. Quel pourcentage ça représente? Parce que vous avez bien parlé des ados. Mais que deviennent les ados? J'ai habité précédemment dans une commune où on prenait en charge les ados. Alors, donc là, pour oui. Tout au moins leur apprendre à parler français. Là, donc moi, c'est vrai que j'ai parlé que des primaires et maternelles parce que la commune d'Indre n'accueille que des enfants scolarisés en primaire ou en maternelle, mais on a des adolescents qui sont au collège Anne de Bretagne, qui est plus proche de chez nous. Mais le pourcentage d'adolescents qui y sont, je le connais pas, hein, très franchement. Mais de toute façon, il y a un suivi parce que. Enfin, je sais pas si Anthony, qui est adjoint aux affaires scolaires, connaît le nombre, mais. Je penserais à une dizaine d'adolescents à peu près, mais la difficulté sur la communauté Rome, notamment, est le recensement et c'était une grosse difficulté, tu ne l'as pas évoqué au départ, a été vraiment de faire un comptage de toute cette population et de savoir précisément le nombre d'enfants qu'il y avait et l'âge, car très souvent ils se sont fait expulser, il y en a qui ça fait 7 ans qu'ils étaient en France, ils ont été expulsés 15 fois, 20 fois, donc refusaient très souvent ou essayaient de fuir en tout cas les recensements. Donc voilà, et on a aussi encore des difficultés à avoir des nombres précis sur les âges, les tranches d'âge et qui est qui en fait. Il y en a de scolarisés encore à Nantes. Alors c'est au collège Debussy. Mais c'est plus difficile aussi à partir d'un certain âge parce que, faut le savoir, faut pas. Chez les filles, elles vont un peu plus longtemps au collège. Chez les gars, quand il s'agit d'aller faire la mendicité, ben voilà, ils quittent l'école.
Enfin, ils quittent le collège, surtout en primaire, on n'a pas trop ce problème-là, mais au collège, à 15 ans, voilà, ils quittent. Hein. Parce que il y a une famille à nourrir, voilà, ils sont livrés à ça. D'autres questions? Est-ce que ça a un lien au niveau économique? Écoutez, voilà, faut pas se mentir, hein, il y a, alors je vais pas parler de vol, hein, attention, hein, mais voilà, ils vivent de la ferraille. Certains aujourd'hui, alors certains travaillent quand même parce que ils arrivent à trouver du boulot dans le maraîchage, ou aujourd'hui ils sont sur la coupe de vigne, mais bon, c'est des travaux qui durent 15 jours, 3 semaines, mais alors actuellement, ou au moins la semaine dernière, on avait 30 qui sont partis faire de la coupe de vigne, quoi. Donc ça leur assure quand même pendant un certain temps, et je peux vous assurer que dans ces boulots-là, pourtant il y a de la recherche, quoi. Mais avec le délai de séjour aussi qui est de 3 mois, c'est pas... les patrons n'emploient pas facilement les gens, mais vous voyez, ils vont à la supérette, ils payent. Hein. On n'a pas de souci là-dessus. Hein. On n'a pas plus de vols avec nos Indrés qu'avec nos Roms. Écoutez, je vous remercie pour cet exposé, et je tiens à vous remercier aussi pour le courage politique que vous avez eu dans cette question d'atypique. Je suis là aussi parce que c'est mon intérêt de travail depuis plusieurs années sur l'immigration en socio-ethnologue. Je fais partie de la revue Hommes et Migrations, donc vous voyez que je suis assez sensible à ce que vous dites comme expérience atypique, comme vous l'avez prononcé. Alors, vous avez raison de dire que pour l'avenir, on est à la veille d'énormes migrations. Angela Merkel manque d'ouvriers actuellement. Elle va puiser chez les chômeurs espagnols. Vous voyez, et ça c'est très récent. Et on aura les immigrés climatiques. Voilà. Alors la question que je vous pose, d'une part, il ne faut pas confondre les Roms et les gens du voyage. C'est très important. Parce que les gens du voyage sont français depuis tout le temps, même s'ils subissent des contraintes anthropométriques qui existent toujours. Les Roms, ce sont des Européens de Bulgarie et de Roumanie, où existe là-bas un racisme énorme envers eux. Voilà. Maintenant, la question que je vous pose, dans cet accueil, est-ce que vous avez été soutenu par des structures religieuses? Parce que chez les gens du voyage, il y a quelquefois des aumôniers, des évangélistes qui, quelquefois, sont là aussi dans un rôle d'assistance et de médiateur. Est-ce que vous avez eu un médiateur au départ? Religieux. Au tout début. Alors je pense que ils sont plus évangélistes, hein, les Roms. C'est pour ça qu'ils ont créé leur église, un lieu où ils pouvaient se retrouver. Donc on a eu au départ, on a eu aussi Monsieur Sauvé qui est venu aussi sur le camp. Voilà. Et on a eu des gens qui nous aidaient pas aussi. Qui pensaient que, qui étaient plus dans, parce que ce que je voulais dire tout à l'heure, le collectif Romzi n'est pas dans l'affectif. Alors, c'est pas qu'ils tissent pas des liens, mais ils suivent. Je veux dire, il y en a qui m'assistaient quand j'ai été sur le camp la semaine dernière. Voilà, il y a un moment, faut avoir un discours ferme, et eux aussi soutiennent nos positions et ont ce discours ferme. Et par contre, on a eu des gens, alors je sais pas, évangélistes ou pas, hein, qui sont intervenus sur le camp au départ et qui étaient complètement dans l'affectif et qui à la limite nous auraient posé beaucoup de problèmes, et ils s'en sont rendus compte certainement. On les a pas fait partir. Ils sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas le terreau et que c'était pas la peine d'y revenir, quoi. Donc, mais par contre, on a eu, Monsieur Sauvé qui est venu sur le camp, qui s'occupe également des gens du voyage, qui est intervenu, mais au tout début, hein. Après, il a vu que les choses étaient prises en main. Je pense qu'il est beaucoup moins intervenu, quoi. Je vous remercie. Donc Jacques Brouard de Sainte-Luce. Simplement,
ce que je retiens moi de votre intervention, c'est que vous avez fait à vous tout seul et avec d'autres communes qui ont fait le même type d'initiative réelle, plus que tout discours politique contredisant le discours dominant de Sarkozy. Voilà. Parce que le discours de Sarkozy est basé sur la peur, dans ce domaine comme dans d'autres, et la réalité du lien humain qui se fait, non pas dans l'affectif, mais dans simplement débrouiller une situation humaine, est exemplaire. Devant moi, là, il y a Brigitte Biche, qui est une conseillère municipale de Sainte-Luce, je crois, qui interviendra certainement sur Sainte-Luce, je l'espère, pour compléter cette intervention, parce que c'est à partir de ces interventions qui, d'une manière mathématique, je dirais, devraient pouvoir répondre sur le plan de l'agglomération nantaise à cet accueil de 700 ou 800 Roms, comme au niveau national, on pourrait avoir, avec ce genre d'expérience, une grande partie des solutions. Je dis pas toutes les solutions, parce qu'en effet, elles sont européennes, à niveau étatique, etc. Mais c'est quand même l'entrée qui était la plus importante, et vous avez eu le courage, comme disait la personne d'avant moi, là, le courage de le faire, car vous avez mis, je dirais, dans la balance, les valeurs humaines, qui sont les vraies valeurs politiques qu'on devrait défendre tous, en tant que républicains. Enfin, je sais pas s'il y a apporté une réponse. Vous avez tout dit. Et je vous en remercie. On va demander à Madame Biche si elle veut évoquer l'expérience de Sainte-Luce. Il y a une question avant, oui. Oui, sous l'aspect européen, comme ça vient d'être signalé, ces politiques ont été construites aussi bien par les gouvernements de gauche que de droite. Le président actuel doit appliquer une règle européenne. Quel est le devenir et l'espoir que vous avez dans l'évolution des règles pour pouvoir intégrer définitivement ces gens, les installer et les aider à avoir un travail continu, avoir une vie de famille normale et notamment pour ces jeunes qui donnent actuellement la vie à d'autres enfants que vous êtes obligés de considérer aujourd'hui comme français, quelle est l'évolution que vous espérez, dans quel délai ? Je pense que la première des évolutions, c'est sur enlever cette taxe au niveau de l'emploi, parce que pour moi c'est prioritaire, quoi. Je pense que c'est prioritaire aussi. Jean-Marc Ayrault s'était exprimé à l'Assemblée là-dessus. Dominique Rimbourg est intervenu aussi à ce titre-là, et ils sont intervenus auprès de. Alors à l'époque c'était le secrétaire d'État, Monsieur Lelouch. Aujourd'hui il y est plus, mais bon c'est comme ça. Hein, ça bouge, l'IN bouge aussi. Mais voilà. Ils sont intervenus et pour l'instant rien n'est réglé, mais on peut pas régler le problème du logement sans régler le problème de l'emploi en priorité, et je vois pas d'autres solutions aujourd'hui, quoi. Moi et j'espère qu'elles viendront rapidement. Alors pourquoi il y a cette taxe là, pourquoi on les bloque, je sais pas, parce que sur les autres communautés il n'y a pas cette taxe là. Les autres citoyens européens, que ce soit les Espagnols, les Italiens, mais les Roumains, Bulgares et Hongrois ont cette barrière-là. Alors ça devait être l'ouverture 2013, je crois, et on ne sait pas aujourd'hui si ça va pas être reculé en 2015, d'après ce que j'ai lu. Donc voilà, on aura toujours ce problème-là, quoi. C'est encore reculé, quoi. Mais que faire ? Après, voilà. Bonsoir, Bruno Dehaye de Nantes. Moi, j'ai entendu dans différentes émissions, et d'ailleurs, je crois que vous avez entendu dans une émission de France Inter ou France Culture, d'ailleurs, que les Roms ne sont pas forcément favorables à une sédentarisation, qui veulent garder une certaine mobilité dans leur vie. Alors, est-ce que c'est une réalité ? Non, mais pas forcément. Non, je ne dis pas que c'est vous qui l'avez dit. Je ne dis pas que c'est vous qui l'avez dit, mais c'est ce que j'ai entendu.
Écoutez, les Roms, enfin nous les Roms qu'on a sur Indre, et puis je pense que Mme Biche peut en témoigner aussi. Nous c'est des gens qui étaient sédentarisés quand ils étaient en Roumanie ou en Bulgarie. Hein. C'était pas des gens, ils appartenaient à un village, ils avaient une maison, alors un type de maison peut-être pas tip top, mais ils avaient une maison et ils étaient vraiment sédentarisés. Hein. Donc chez les gens du voyage, c'est complètement différent par contre. La problématique est complètement différente. Eux, c'est un choix. Bonjour, Anne-Marie Levasseur de la Maison des Citoyens du Monde. Je voulais juste vous demander si vous avez sans doute analysé pourquoi l'expérimentation qui a eu lieu sur notre métropole, quand même, il y a un certain temps, avec Dominique Rimbourg, etc., s'est arrêtée. Et sur quoi, finalement, ça a bloqué? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez justement que quelque chose qu'un fil pourrait être renoué à ce niveau-là, au niveau de la métropole? C'est ce qu'on essaye de faire. Mais moi, pour expliquer l'histoire, moi je pense que à un moment, faut les choses. Le Conseil général a apporté énormément d'aide, énormément. Peut-être que c'était trop à une époque, financièrement, je parle. Et il y a eu une boîte de Pandore qui s'est ouverte et tout le monde. Il y a eu quand même comment on appelle ça, un appel d'air qui est sur l'agglo nantaise, et peut-être que c'était pas la solution de départ, peut-être qu'il fallait plutôt chercher un règlement politique plutôt que d'amener des solutions financières. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu des approches de règlement politique de fait, mais je pense que là c'était pas la bonne solution quoi. Vous savez, nous si on a mis en place le fait qu'ils payent, même si c'est un petit tribut à la commune, enfin en termes d'électricité et ces choses-là, c'est pour que demain aussi ils s'habituent, quand ils iront dans un logement, à un loyer, à des charges, enfin des choses comme ça. Je pense que s'il faut pas les assister, il faut les aider, mais pas les assister. Tant qu'on reste dans l'assistanat, je pense qu'on règle rien. Enfin, de mon point de vue. Hein. Et voilà, je pense qu'à un moment, on a été peut-être trop généreux, quoi. Gérard Fuselier de Bougnay. Je voudrais savoir un tout petit peu, là, vous avez dit que 5 familles vont être accueillies définitivement sur Indre, donc il en reste 45 autres. Moins maintenant aujourd'hui. Moins, qui vont peut-être devoir quitter Indre. Comment est-ce qu'on peut anticiper leur accueil ailleurs? Parce que ces familles vont sûrement aller sur les communes proches, Couëron, Bougnay. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que, comme on sent qu'il y a différentes politiques d'accueil dans ces différentes communes, on va se retrouver avec des problèmes récurrents d'accueil de ces familles. J'ai pas une réponse toute faite, hein, malheureusement. J'aurais bien aimé vous l'apporter, mais c'est vrai que donc nous, au 30 juin, les autres familles seront expulsées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai exprimé que le collectif Romsey, avec l'aide d'un élu d'Indre, menait un peu, on va dire, un chemin de croix, parce que c'est pas facile d'aller voir toutes les collectivités et de leur dire ce qui serait bien, parce que nous on prépare les familles en leur disant que demain, quand même, l'idéal c'est quand même de se séparer entre guillemets, d'arriver par 5, 6 familles, je veux dire en termes de caravanes, 5-6 caravanes dans des communes. Parce que quand il vous en arrive 45, et d'abord même après, si vous voulez faire un travail d'intégration, c'est pas gérable. Nous on le sait depuis le départ que c'est impossible. Donc il faut qu'ils arrivent donc on va au-devant des communes, on essaye de trouver des solutions. Mais bon, les maires sont pas toujours favorables. Hein, ils sont un peu récalcitrants. Alors c'est pas si facile que ça non plus. Hein. Moi, je leur jette pas la pierre, hein, mais je pense qu'il faut toujours continuer à réfléchir et essayer de trouver des solutions ensemble, quoi. Parce que de toute façon, à un moment ou un autre, ils auront les Roms sur leur commune, quoi. Il faut bien, ils vont quelque part, hein, donc. Et c'est vrai que demain, nous, s'ils sont expulsés, très franchement, dans l'état où sont les caravanes aujourd'hui, alors je sais même pas comment on va les enlever du terrain, parce qu'après 2 ans, je sais pas comment ils vont partir, mais ils partiront. Ils iront pas très loin. Hein.
Je pense que Monsieur Fougera peut s'attendre à un été un peu difficile quand même. Hein. Il a intérêt d'y réfléchir tout de suite. Hein. Moi, je serais lui, je prendrais déjà les devants. Hein. Mais bon, voilà. Bon, il le sait. Hein, je lui ai déjà dit. Hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, il faut. Je sais pas. Après, voilà, c'est peut-être la création de différents collectifs aussi dans les communes qui pourront peut-être bouger les lignes. Hein. Je pense que c'est. Enfin, tout à l'heure, j'évoquais un peu un rapport de force, mais c'est peut-être ça aussi hein, qui peut se mettre en place. Donc c'est peut-être une des solutions, mais au niveau de l'agglo, pour l'instant, il n'y a pas une solution toute cuite, quoi. Parce que l'idée, c'est, on veut pas de bidonville. Moi, je veux bien entendre ce discours. On veut pas de bidonville, mais quand ils s'installent un peu partout, les bidonvilles se créent obligatoirement. Mais on fait des maisons avec des déchets quand même. Oui, en plus. Oui. Oui, c'est donc bien un problème communautaire. J'entends de compétences communautaires. J'ose pas parler d'intérêt communautaire, mais les textes s'expriment ainsi. C'est-à-dire que normalement, la communauté urbaine devrait se saisir de ce problème pour prévoir plus ou moins des quotas entre les villes de l'agglomération. Oui, mais la décision n'est pas prise aujourd'hui, monsieur. Je peux pas. C'est très difficile de s'exprimer là-dessus parce qu'il n'y a aucune décision de prise, quoi. Madame Biche, il n'y a pas d'obligation. Enfin, il y a eu un tour de table, hein, et bon, bah, tous les maires ne veulent pas prendre. Je vais pas dire sur un peu, si ne veulent pas prendre leurs responsabilités, quoi, en termes d'accueil, quoi. Mais un petit mot sur le témoignage de Sainte-Luce, alors. Oui, alors j'étais effectivement pas venue pour ça, mais à Sainte-Luce, effectivement, on a été mis dans cette situation que Jean-Luc Le Drain a décrite le 15 février 2009. 10 familles, un groupe familial, je le précise parce que c'est très important dans la logique dans laquelle on travaille. Un groupe familial de 10 familles est arrivé sur le territoire de la commune, se sont installés sur un terrain privé aussi. Immédiatement, le maire et des militants associatifs d'une association de Sainte-Luce et jointe avec la Ligue des droits de l'homme a pris position, enfin le maire a pris la position de dire tout de suite on n'expulsera pas et on va assumer 3 responsabilités qui sont les nôtres, que Jean-Luc a décrites, qui sont l'ordre public, l'hygiène et la scolarisation des enfants. Donc, je ne vais pas vous raconter notre expérience parce qu'il y a plein de choses communes avec celle de Indre. Et on a travaillé tout de suite plutôt dans la discrétion la plus grande. Une forte articulation, et c'est la leçon qu'on tire aujourd'hui de notre expérience, c'est celle-là, c'est une très forte articulation entre une volonté politique claire du maire, une militance, une dynamique associative locale très importante, déjà ancrée, au point que les militants associatifs qui s'étaient mobilisés ont effectivement construit une nouvelle association qui s'appelle Soleil Rome et qui assure exclusivement l'accompagnement donc des familles en question. Et le 3e volet de notre articulation, c'est un professionnalisme solide. C'est-à-dire que on a maintenant, l'association a maintenant un permanent, salarié à mi-temps, qui assure le suivi et qui est un professionnel compétent, et une articulation entre ce professionnel compétent et les techniciennes du Centre communal d'action sociale de Sainte-Luce. Donc c'est vraiment le fonctionnement très articulé entre toutes ces dimensions-là qui a fait notre force, je crois. D'entrée de jeu aussi, même position que celle décrite par Jean-Luc. L'accueil de ces 10 familles a été conditionné au fait que il n'y en ait pas une 11e qui arrive. Et effectivement, c'est avec ces 10 familles-là qu'on a travaillé et ça tient. Et une des familles est repartie dans son pays.
elle sera pas remplacée par c'est pas une place libre pour une autre famille à venir. En revanche, ces gens comme nous-mêmes vivent, font des enfants, créent des nouvelles cellules familiales, et donc voilà, la population, on a déjà quelques petits Roms lucéens qui ont été accueillis, voilà. Et il y a une recherche, et ça rejoint aussi des choses qui ont déjà été dites, une recherche de mobilisation, de officialisation, enfin publique. Maintenant, la commune de Sainte-Luce, la population de Sainte-Luce est informée, et il y a une volonté de rendre public ce phénomène-là avec une mobilisation citoyenne très importante. L'association Soleil Rome compte plus de 100 adhérents et des gens très actifs qui bougent beaucoup. Dimanche prochain, il y aura une fête sur le terrain, porte ouverte, rencontre avec les familles, etc. Enfin, voilà. Donc c'est cette articulation très forte entre le politique, la dynamique associative et un professionnalisme solide. Et c'est juste en prolongation comme dans le cas d'Indre, il y a une intégration des 10 familles, c'est-à-dire elles vont rester là. Alors, on ne sait pas ce que sera l'avenir de ces familles. Peut-être certaines décideront de partir ailleurs, mais en tout cas, alors ça répond en partie à une question de la salle, ce ne sont pas des gens qui aspirent à l'itinérance. Ce sont des gens qui ont été forcés à l'itinérance parce qu'ils ont été depuis des siècles chassés de pays en pays. Mais ils aspirent, chaque famille a passé un contrat, une convention avec l'association pour déterminer son projet. Il y a une convention qui a été signée entre chaque famille et l'association, en disant quel est son projet. C'est pas évident dans leur culture même, dans la mesure où ils sont effectivement habitués au racisme, à l'expulsion, au rejet. Construire un projet, ça suppose une stabilité dans l'endroit où on est. Enfin bon, c'est banal de dire ça, hein, mais voilà. Et donc pour eux, les aider à construire un projet, c'est déjà un travail très très important. Donc oui, quand on leur demande la question leur a été posée par les gens de l'association systématiquement, comment vous vous voyez dans 1 an? Où est-ce que vous vous voyez dans 2 ans? Et leur projet, mais je sais même pas si le mot projet est adapté. Le rêve, peut-être, il faudrait dire encore aujourd'hui, c'est effectivement d'habiter dans une maison à Sainte-Luce ou dans un autre point de l'agglomération, parce qu'ils ont des relations familiales ailleurs aussi. Mais oui, c'est de s'intégrer. Les enfants sont scolarisés en école primaire, maternelle et au collège. Voilà. Alors la scolarisation, ça demande un gros appui associatif pour le soutien, voilà, aux devoirs, etc. Mais bon, pour l'instant, ça marche. Mais on ne dit pas, ça y est, on a réussi. On est dans le chantier en permanence. Je partage complètement. Merci. Est-ce qu'il y a encore des commentaires ou des questions? Juste pour dire, juste un petit mot. Je sais pas, à moins qu'il y avait des questions, non. Mais par rapport à ce qu'a dit Madame Brigitte, excuse-moi. Donc effectivement, il y a des nouveaux lycéens, mais nous aussi on a des nouveaux Indrés, et donc comme vous me dites, au bout de 2 ans, mais il y en a 2 qui sont nés sur le camp. Donc ceux-là, parce que moi j'entends dans la population, moi je suis basse-indré de souche, ceux-là sont indrés de souche aussi, je peux vous assurer, ils sont nés sur le camp, quoi. Donc des fois je les mets en contradiction avec leurs propres paroles, quoi. Très bien, il n'y a plus d'interrogations. Bah écoutez, merci à Jean-Luc pour son témoignage tout à fait documenté et riche, et merci à tous les Indrais qui sont là ce soir d'avoir partagé avec nous cette belle expérience.